cette vidéo va être très difficile à faire, c'est un sujet extrêmement tendu et controversé. Donc si vous n'êtes pas en accord avec ce que je vais dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires avec grande humilité et grand respect. Merci. Donc maintenant qu'on a fait la prévention, on va poser une simple question. Le Sahara occidental est-il marocain? Dès le début de la question, il y a un problème. Beaucoup de personnes ont une vision du Maroc niant l'existence du Sahara occidental. Donc certaines personnes connaissant bien le sujet auront tendance à carrément poser la question: c'est quoi le Sahara occidental? Ceci est une vision marocaine du conflit. Dans cette vidéo, qui va durer le temps qu'il faudra, nous allons analyser la question et analyser tous les événements depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Nous allons revenir au tout début pour voir et comprendre comment le conflit a-t-il pu arriver. Quand je vous parle du début, c'est vraiment du tout début. Homo erectus a conquis le territoire. Non, je rigole, on va pas aller aussi loin, mais on va tout récapituler. Au 9e millénaire avant Jésus-Christ, la région était autrefois occupée par un peuple nommé Ibéro-Maurusien, pendant le Paléolithique supérieur. Ce peuple a ensuite été remplacé par les Berbères au 57e siècle avant Jésus-Christ. Ça date. Au début de l'Antiquité, la région était calme et les Berbères occupent la zone pendant des millénaires jusqu'à l'arrivée de Carthage au 7e siècle avant Jésus-Christ qui colonise le nord du Maroc. Au 1er siècle avant notre ère, la région passe sous domination romaine et le restera pendant plusieurs siècles. Durant tout ce temps, la région de l'actuel Sahara occidental est très peu habitée. En effet, la région est désertique et ne donne pas trop envie aux Romains de s'y installer. Par contre, le nord du Maroc, lui, grouille de vie. Au Moyen-Âge, à la chute de l'Empire romain, les Wisigoths parviennent à conquérir un petit morceau autour de l'actuel port de Tanger. Cet emplacement est stratégique, pouvant bloquer les liaisons Méditerranée-Atlantique. Au 6e siècle, la région repasse sous domination de l'Empire romain d'Orient, qui se nomme par la suite Empire byzantin. Mais à l'arrivée de l'islam, les musulmans conquièrent la zone et les byzantins sont mis à mal. En seulement quelques années, les musulmans et leur culture atteignent l'océan Atlantique et pour la première fois, un morceau du Sahara occidental. Le 11e siècle voit l'arrivée de la dynastie des Almoravides qui descend jusqu'à l'actuel Sénégal et monte jusqu'en Espagne, suivi par les Almohades qui s'étendent jusqu'en Libye, puis de la dynastie des Mérinides en 1269. Donc jusque-là, les dynasties s'enchaînaient, mais l'arrivée des Européens va tout chambouler. Les îles Canaries à l'ouest du Maroc sont conquises par le Portugal. À la fin du 15e siècle, plusieurs villes côtières sont conquises par la Castille et le Portugal. C'est au XVIe siècle que la région voit s'imposer l'Empire ottoman, qui conquit l'actuel nord de l'Algérie. C'est aussi cette période qui voit l'arrivée de l'Empire saadien, s'étendant donc sur tout le Maroc, nord de la Mauritanie et descendant jusqu'au Burkina Faso. Il sera frontière pendant quelques temps avec l'Empire du Mali. Les Alaouites remplacent les Saadiens et leur empire s'étend à peu près sur le même territoire. Cette dynastie est toujours à la tête du royaume de nos jours. La dynastie s'étendait donc sur un immense territoire dont le Sahara occidental. On pourrait se dire que tout va bien, mais que s'est-il passé pour que ça dérape? Les Espagnols prennent Dakhla et fondent le Rio des Oro, un immense territoire recouvrant l'actuel Sahara occidental. Ces territoires prennent une partie de l'empire alaouite. En 1946, le territoire est alors nommé Afrique occidentale espagnole. Le nouveau nom de l'ensemble visait à faire de la propagande pour montrer une certaine image de grandeur de l'Espagne, presque impériale, alors que la réalité était tout autre. L'Espagne sortant d'une longue guerre civile et étant isolée des autres pays européens du fait de la nature fasciste du régime franquiste. Pendant ce temps, le nord du Maroc est sous protectorat français, bien que gardant une grande autonomie contrairement à l'Algérie voisine. Entre le 6 et le 9 novembre 1975, une grande marche pacifique surnommée la Marche verte et mobilisant 350 000 volontaires par le roi Hassan II, car le Sahara occidental est considéré comme faisant historiquement partie du Sahara marocain, et vu ce qu'on a vu juste avant, il n'avait pas totalement tort, cette marche pacifique eut des conséquences immédiates. L'Espagne organise avec le Maroc et la Mauritanie les accords de Madrid sur la partition du territoire sahraoui. Les Espagnols se retirent alors quelques mois plus tard. C'est l'une des seules fois dans l'histoire où une puissance européenne se retire sans faire couler une seule goutte de sang. L'accord est signé 6 jours avant la mort du général Franco. Pendant le protectorat français, le Maroc perd tous ses territoires qu'il avait dans les actuelles Algérie et Mauritanie. Entre 1963 et 1964 eut lieu la guerre des Sables qui oppose le Maroc à l'Algérie. Le Maroc revendiquait ce qu'il appelait le Grand Maroc, un immense territoire s'étendant sur ce qui étaient les grands empires d'antan, incluant donc toute la Mauritanie, le nord du Mali, l'ouest de l'Algérie, ainsi que Ceuta et Melilla restés espagnols.
Le Sahara occidental fait évidemment partie de cet ensemble. Après le retrait espagnol, le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui qui avait lutté contre l'occupation espagnole, se retourne contre le Maroc et la Mauritanie, avec le soutien de l'Algérie et de la Libye. En 1979, le Front Polisario contraint la Mauritanie à accepter un accord de paix. Le Maroc et le Polisario signent un accord de cessez-le-feu en 1991, préalable à un référendum d'autodétermination qui n'a toujours pas eu lieu. Le Maroc contrôle alors 80% du territoire du Sahara occidental, tandis que le Polisario contrôle les 20% restants. Ce conflit aurait causé la mort de plus de 16 000 personnes. Donc la question qu'on se pose depuis 10 minutes, le Sahara occidental est-il marocain? La question a l'air simple, mais elle est plus compliquée que prévu. Même si le Sahara occidental est resté pendant près de 1000 ans marocain, on peut pas ignorer les années espagnoles. Et comme on le sait, plus aucun pays dans le monde n'a sa taille qu'il avait au Moyen-Âge ou au temps moderne. On prend l'exemple de la Turquie, qui s'étendait autrefois jusqu'au Soudan et Slovaquie, mais le cas de la Turquie est différent, c'était un état multiculturel et multiconfessionnel, alors que le Sahara occidental a lui, sauf preuve apparentée, toujours été marocain. Mais le Maroc lui-même a un jour été berbère, puis romain. Du coup, cela voudrait dire qu'il pourrait aujourd'hui revenir à l'Italie sans problème. C'est pas aussi simple, on peut aisément comprendre que pour le Maroc la situation est difficile. Ils avaient un immense empire s'étendant jusqu'au Burkina Faso. Si jamais ils perdaient le Sahara occidental, ils se retrouveraient avec moins de 15% de la superficie du Grand Maroc. Au fil du temps, le Maroc a commencé à abandonner ses revendications sur l'Algérie, la Mauritanie et le Mali, mais il compte pas lâcher l'affaire sur le Sahara occidental. Donc la réponse à cette question n'est pas binaire, ce n'est pas ni oui ni non. On ne pourra jamais savoir à moins de questionner réellement la population du Sahara occidental, via par exemple un référendum d'autodétermination. Mais qui aurait le droit de voter? Évidemment, entre-temps, des Marocains s'y sont installés. Auraient-ils le droit de voter? Et juste en allant sur Google Maps, je visionnais le Sahara occidental quand je suis tombé sur un immense drapeau marocain visible certainement depuis l'espace. Donc dire qu'ils ne sont pas marocains ne serait pas convenable. Mais qui appartient à une nation? Est-ce la langue, la religion, la culture, l'histoire? Ben oui, pour appartenir à une nation, il faut avoir été bercé par cette dernière depuis des générations. Et c'est le cas pour le Sahara occidental qui a été occupé par les dynasties marocaines depuis la nuit des temps, sans qu'il n'existe de réel gouvernement indépendant au Sahara occidental. Personne n'a jamais revendiqué ce territoire pendant des milliers d'années. Puis les Européens sont arrivés, ont tracé les frontières à la règle, ou au compas, et ont créé le Sahara occidental. Mais pendant ces 90 années d'occupation, ce qui équivaut environ à 3 générations, la population a été bercée par la culture espagnole. Ça a forcément eu un impact dans la façon dont les gens vivaient ou s'habillaient. En 90 ans, une culture a la capacité de fusionner avec une autre, ce qui dans certains cas peut en créer une nouvelle. La culture sahraoui? Y a-t-il une culture sahraoui? Pour que la culture sahraoui soit à part, il faut qu'elle ait des choses que n'a pas la culture marocaine. Par exemple, au Sahara occidental, beaucoup de personnes parlent encore espagnol, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Maroc. Dans les 20% du territoire contrôlé par le FP, la monnaie est le peseta sahraoui, bien qu'inutilisé. D'ailleurs, le peseta me fait beaucoup penser au peso mexicain. Donc la réponse est oui, il y a une culture sahraoui, mais il existe plusieurs pays dans le monde qui sont multiculturels, comme l'Inde, l'Indonésie ou la Bolivie, sans qu'il n'y ait vraiment de volonté sécessionniste. Un pays peut très bien fonctionner en étant multiculturel, par exemple sous la forme d'une fédération comme l'Éthiopie ou plusieurs pays qu'on a cités avant. Il y a aussi une question qui peut se poser pour les partisans de l'indépendance du Sahara occidental. Ce territoire est-il viable? C'est un territoire totalement désertique. 70% des denrées alimentaires sont importées du Maroc. Un état sahraoui serait dépendant économiquement de plusieurs pays et pourrait facilement chuter en crise économique si les réserves de phosphate diminuent. Parce que oui, fort heureusement, le territoire possède la deuxième plus grande réserve de phosphate au monde. Mais tout cet or blanc pourrait soit créer de la corruption, comme on peut le voir dans quasiment tous les pays africains, ou alors de l'or sale, du travail forcé. Bref, tant de questions seraient à poser, le territoire est hostile, il n'y a quasiment aucune rivière, seule la pisciculture serait vraiment intéressant pour nourrir la population. Donc voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était un sujet extrêmement sensible. Personnellement, je me base toujours sur des faits. Le Sahara occidental est actuellement contrôlé à 80% par le Maroc. Il le restera pendant des décennies si rien n'est fait et le peu qu'est la culture sahraoui aura le temps de disparaître. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui sont importantes pour l'avenir de l'humanité. Je vous dis à la prochaine, allez ciao!